Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio Vision Chevalier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à adresser une salutation spéciale à Ronnie Polinis, un ami et ancien collègue de la faculté d'ethnologie, qui nous a posé une question essentielle. Comment situer le concept d'épistémé dans l'œuvre de Maurice Sixto, en particulier à travers le récit du jeune agronome haïtien et du paysan? Cher Ronnie, cette émission t'est dédiée. Grâce à ta question, nous allons aujourd'hui traverser les ponts entre savoir académique et culture populaire, entre la pensée de Michel Foucault et les récits vivants de Maurice Sixto. Restez avec nous. Ce voyage à travers les mots et les choses nous invite à réfléchir autrement à ce que nous appelons vérité, identité, tradition et pouvoir. Pour comprendre le concept d'épistémé, il faut plonger un peu dans la pensée de Michel Foucault, qu'il a développé dans son livre Les mots et les choses. Par définition simple, l'épistémé est comme la grille invisible ou la logique profonde qui, à une époque donnée, détermine ce qu'on peut considérer comme du savoir valide. Ce n'est pas un savoir en soi, mais le cadre qui rend possible certains savoirs et qui en exclut d'autres. C'est ce qui fait que, dans une société, à un moment donné, on croit à certaines vérités et pas à d'autres, non pas parce qu'elles sont plus vraies, mais parce que la société est structurée pour les rendre crédibles. Exemple pour clarifier au Moyen Âge, on croyait que la Terre était au centre de l'univers. Ce n'était pas absurde pour l'époque. Tout le monde, scientifique, religieux, citoyen, partageait cette vision. C'était l'épistémé dominante. Aujourd'hui, on croit à la science basée sur des preuves mesurables, des statistiques, des protocoles. Cela aussi est une épistémé, pas une vérité absolue. En Haïti, dans certaines élites, on considère qu'un texte en français a plus de valeur qu'un discours en créole. Cette hiérarchie linguistique fait partie d'une épistémé coloniale bourgeoise. Pourquoi c'est important? Foucault montre que le savoir est lié au pouvoir. Ceux qui contrôlent l'épistémé contrôlent ce qu'on croit être la vérité. L'épistémé évolue avec le temps, mais elle façonne toujours les institutions. L'école, la justice, la médecine, les médias. Petite analogie, imagine que tu portes des lunettes invisibles. Ces lunettes te font voir le monde d'une certaine façon. Tu ne sais même pas que tu les portes. Ces lunettes, c'est l'épistémé. Ce n'est que lorsque tu compares d'autres façons de voir, que tu commences à te rendre compte que ta façon de voir n'est pas naturelle, mais apprise. Voyons maintenant comment comprendre le concept d'épistémé dans le contexte du récit Le jeune agronome de Maurice Sixto. D'abord, voici un résumé du récit Le jeune agronome de Maurice Sixto, tel qu'il est souvent évoqué dans les contextes de collaboration entre agronomes et paysans haïtiens. Maurice Sixto imagine une situation où un jeune agronome arrive dans une communauté rurale pour appliquer des techniques modernes à des terres laissées par des paysans. Ceux-ci lui donnent les parcelles les moins fertiles, persuadé qu'un agronome ne pourra rien y faire. Sur ces parcelles, l'agronome applique des méthodes scientifiques. Il utilise des semences testées, plante seulement 2 graines par trou pour éviter la surpopulation végétale, respecte des distances précises entre les plants, enrichit le sol avec des techniques adéquates. Peu à peu, ces cultures dépassent clairement les récoltes des paysans traditionnels. Au début, les paysans attribuent les bons résultats à la chance. Mais après 2 ou 3 récoltes, ils commencent à reconnaître l'efficacité des méthodes. Certains finissent par changer leurs pratiques à leur tour, convaincus par le rendement obtenu. Dans le dialogue imaginaire entre agronomes et paysans, Maurice Sixto illustre la méfiance initiale des paysans face aux élites techniques, mais aussi la possibilité d'un apprentissage mutuel et d'un respect croissant fondé sur les résultats. L'épistémé, c'est quoi ici? Dans ce récit, on a 2 mondes, celui du jeune agronome formé à l'université, utilisant des méthodes modernes, celui du paysan haïtien formé par l'expérience, les traditions, la pratique de la terre. Chacun de ces 2 groupes agit selon une épistémé différente, c'est-à-dire une manière bien précise de concevoir ce qu'est le savoir, ce qui est vrai, ce qui marche. L'épistémé du paysan, le paysan croit que il faut planter beaucoup de graines pour avoir une bonne récolte, il faut suivre les signes de la nature, les phases de la lune, il ne voit pas l'utilité de la distance entre les plants ou des mesures précises. Son savoir est empirique, basé sur l'observation, la répétition, l'héritage familial. Ce savoir est logique dans son cadre, mais il n'est pas reconnu par l'épistémé dominante, celle de l'agronome ou de l'élite scientifique ou académique. Le jeune agronome, lui, agit selon une épistémé scientifique et technique. Il a appris qu'il ne faut mettre que 2 graines par trou, il mesure, calcule, organise la terre selon des principes étudiés, il croit en la méthode, en l'observation contrôlée, en l'innovation. Ce type de savoir est valorisé par l'État, les institutions, les universités, c'est donc l'épistémé dominante. Abordons le conflit d'épistémé au contexte du récit. Au début du récit, les 2 mondes ne se comprennent pas. Le paysan rit de l'agronome. Il pense qu'il gaspille son temps. Mais quand les résultats arrivent, une meilleure récolte, une terre plus productive, la preuve par l'efficacité crée un pont entre les 2 logiques.
Ce que Sixto nous montre avec Foucault en fond Maurice Sixto illustre un choc entre deux épistémées, celle du peuple et celle de l'élite formée. Mais il montre aussi que l'une n'a pas forcément tort, et que l'apprentissage mutuel est possible. Cela soulève une question politique. Qui a le droit de dire ce qu'est un vrai savoir en Haïti? Pourquoi le savoir du paysan est-il souvent ignoré ou moqué, même quand il nourrit le pays? Parlons de l'épistémée de la terre, du soleil, et de ce que tu appelles l'épistémée galiléenne, qui fait référence à la révolution du savoir initiée par Galilée, l'un des pères de la science moderne. Avant Galilée, l'épistémée géocentrique pendant des siècles, l'Église et les savants médiévaux croyaient que la Terre est immobile, au centre de l'univers. Le Soleil et les étoiles tournent autour de la Terre. Ce savoir était soutenu par l'épistémée religieuse et aristotélicienne, où le cosmos était ordonné selon une hiérarchie divine. C'était la vérité acceptée, enseignée, imposée. Toute autre idée était hérétique. Pourquoi? Parce que l'épistémée dominante ne permettait pas d'imaginer une autre vérité. Galilée, rupture et révolution épistémique au XVIIe siècle, Galilée, avec sa lunette astronomique, observe que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais ce savoir entre en conflit avec l'épistémée dominante. Il bouleverse la place de l'homme dans l'univers, contredit la Bible, défie le pouvoir religieux. Ce que Galilée propose, c'est une nouvelle épistémée, un monde fondé sur l'observation, la mesure, le calcul, la preuve. Une rupture avec le savoir basé sur l'autorité, la foi ou la tradition. C'est la naissance de l'épistémée moderne, dite galiléenne. Comparaison symbolique avec Haïti ou le monde paysan. Prenons un paysan qui, depuis toujours, lit le ciel, observe la lune, connaît les saisons. Il ne connaît peut-être pas Galilée, mais il vit dans une épistémée cosmique, tellurique, fondée sur l'expérience, les rythmes naturels, la mémoire collective. Mais le jeune agronome ou le scientifique moderne pourrait lui dire « Non, la lune ne fait pas vraiment pousser les plantes. Ce sont les cycles de l'azote, du phosphore, la photosynthèse, etc. » Ce conflit, c'est le même que celui de Galilée contre l'Église, deux visions du monde, deux systèmes de vérité. Pourquoi c'est important? L'épistémée galiléenne nous a donné la science moderne. Mais elle a aussi marginalisé d'autres formes de savoir, ceux des peuples autochtones, des paysans, des griots, des anciens. Il ne s'agit pas de rejeter la science, mais de reconnaître que chaque société construit son savoir selon des règles invisibles, et que remettre ces règles en question est souvent un acte révolutionnaire. Maintenant, nous allons aborder quelque chose de très profond au contexte des mots et des choses. C'est-à-dire le décalage entre les mots et les choses, entre par exemple ce qu'on dit qu'on est et ce qu'on vit, ce qu'on ressent ou ce qu'on choisit d'être. Ainsi, on peut être femme à tous les points de vue et choisir de ne pas l'être demain. C'est une idée puissante, à la fois philosophique, politique et existentielle. Et elle rejoint des penseurs comme Michel Foucault, Simone de Beauvoir, ou même Judith Butler. Foucault nous montre que les mots ne collent jamais parfaitement aux choses. Les catégories comme femme, homme, citoyen, criminel, normal, etc. sont des constructions historiques, culturelles, variables. Ce qu'on appelle femme aujourd'hui ne veut pas dire la même chose qu'il y a 500 ans, ni dans toutes les sociétés. Ce n'est donc pas une vérité fixe. Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Cela veut dire, être femme, ce n'est pas juste un fait biologique, c'est aussi un ensemble de rôles, de discours, de positions imposées ou choisies. Mais nous allons plus loin dans notre analyse en disant, on peut même choisir de ne plus l'être demain. Nous ouvrons ici un espace de liberté radicale, le droit de se définir soi-même, de se libérer des mots, des attentes sociales, des identités figées. Prenons le cas de Mandel, ce TikToker transgenre haïtien bien connu, ou encore celui de Oncle Kendi, figure visible des réseaux sociaux haïtiens. À travers leur présence en ligne, leurs paroles, leur choix de vie, ils bousculent les normes établies et exposent publiquement les tensions entre identité personnelle et regard social. Dans un tout autre registre, il y a aussi la vision radicale de Passa Passa, qui, à sa manière provocante, aborde la question du genre en Haïti. Que l'on soit d'accord ou non avec ses propos, il ouvre un champ de débat sur ce que signifie être dans une société encore très marquée par les normes religieuses, patriarcales et hétéronormées. Ces figures publiques, chacune dans leur style, montrent que la question du genre en Haïti n'est pas qu'une affaire biologique ou culturelle. C'est un combat symbolique, une confrontation entre ce que la société permet et ce que l'individu ose devenir. Butler dirait que les identités comme femme, homme ne sont pas des essences, mais des performances répétées. On peut donc refuser un rôle, changer de costume, redéfinir la scène. Tout cela pour vous dire que les mots nous enferment parfois dans des choses qu'on ne veut plus être. Et pourtant, c'est à nous de choisir. Quel mot nous habite, quel mot nous libère, et quand nous décidons de le quitter. Ce que nous venons d'énoncer ici touche à la frontière complexe entre biologie,
identité de genre et perception sociale. C'est une question à la fois scientifique, philosophique et politique. Il existe des situations, rares mais bien réelles, où un être humain naît avec une biologie intersexuée. Chromosome 20 mais avec des traits physiques masculins, ou XY mais avec une apparence féminine, ou encore un mélange hormonal ou génital à la naissance. Dans ce cas, la biologie ne donne pas une réponse simple. Ce sont les hormones, les gènes ou les récepteurs hormonaux qui influencent l'apparition des traits masculins ou féminins. Apparaître femme, être homme, qui décide? Un corps peut apparaître femme, selon des critères extérieurs sains, voix douce, silhouette, mais les hormones internes, l'identité ressentie ou le vécu de la personne peuvent faire qu'elle s'identifie comme homme. Ce que cela remet en cause, l'idée que la biologie définit l'être. Foucault dirait ici, ce n'est pas le corps qui parle, mais les institutions autour du corps. L'état civil, la médecine, l'école, la religion. Ce sont elles qui disent « tu es un homme » ou « tu es une femme ». Mais l'être profond, le vécu, peut contredire ce discours imposé. Une pensée circulaire, nous posons une vérité dérangeante et essentielle. De la même biologie peut naître un être qui apparaît femme, mais est homme. Et on pourrait même aller plus loin. Le corps ne ment pas, mais c'est la société qui choisit ce qu'elle veut lire dans ce corps. Qu'est-ce que le concept des « hommes » dans la réalité haïtienne? Pas seulement biologiquement, mais socialement, culturellement et même sexuellement. L'homme haïtien est un construit social en Haïti. Être homme ne se limite pas à avoir un sexe masculin. C'est un rôle, une mise en scène, souvent construite autour de l'autorité dans le foyer, dans la rue, dans les décisions, la force, ne pas pleurer, ne pas faiblir, ne pas se plaindre, la virilité sexuelle, performer, séduire, multiplier les conquêtes, la capacité à tenir sa maison, logement, femme, enfant, respect social. Mais ces critères sont imposés. Ils viennent d'une épistémée patriarcale, héritée du colonialisme, de la religion, des rapports de pouvoir entre riches et pauvres, entre hommes et femmes. Voyons maintenant le sexe comme épreuve d'identité dans la culture populaire haïtienne. La performance sexuelle est souvent un test de masculinité. On entend des phrases comme « un homme ne fait pas ça ». Tu n'es pas un homme si tu ne peux pas faire souffrir ta femme sous le lit. Sous-entendu, sexuellement la dominer, si tu n'arrives pas à garder ta femme, tu n'es pas un homme. Ces phrases expriment une vision toxique et viriliste de la masculinité, où l'homme est défini par la domination sexuelle et le contrôle sur la femme. La chambre devient un théâtre de validation virile. Et si un homme n'arrive pas à performer, il peut être perçu comme moins homme, voire humilié. Mais cette idée est toxique. Elle transforme le sexe en obligation, en démonstration, en performance chronométrée, et non en relation intime, humaine, tendre, vulnérable. Ce qui fait que beaucoup d'hommes haïtiens souffrent en silence. Problèmes sexuels, stress, impuissance, honte, pression économique, être chef sans moyens, difficulté à exprimer leurs émotions, pleurer est vu comme une faiblesse, solitude intérieure. Mais on leur a appris à ne pas parler, à ne pas montrer, à tenir bon. Ils sont pris au piège d'un rôle impossible à tenir. Le concept ou le mot « homme » en Haïti, tel qu'il est transmis, est plus un costume qu'une vérité. Il repose sur la domination, la force, le sexe, mais cache la peur, la douleur, le besoin d'amour. Il est temps de libérer l'homme haïtien de cette prison symbolique pour qu'il puisse exister sans avoir à prouver, performer ou dominer. De l'autre côté, la femme haïtienne aussi est enfermée dans un rôle, dans une mise en scène sociale, imposée par les traditions, la religion, les hommes, la pauvreté et parfois par d'autres femmes aussi. Le mot femme, ou soit le concept de femme en Haïti. Entre respectabilité et soumission, être femme en Haïti, dans la perception dominante, c'est souvent être douce, soumise, croyante, prendre soin des autres, mari, enfant, belle famille, rester à sa place, ne pas trop parler, ne pas trop briller, ne pas se montrer trop femme, ou à l'inverse, se battre seul, travailler dur, porter toute une famille sur le dos, parce que l'homme n'est pas à la maison. C'est le cas de la famille monoparentale. La femme haïtienne est coincée entre deux extrêmes. La femme idéale, propre, pieuse, digne, qu'on respecte mais qu'on contrôle, la femme légère, jugée, suspecte, qui ose vivre autrement, qui dérange. Corps, sexe et morale. Le poids du regard, la sexualité féminine en Haïti est ultra surveillée. Une fille qui tombe enceinte jeune est perdue, une femme qui a plusieurs partenaires est qualifiée de bousin, une épouse qui ose refuser le sexe est rebelle, une femme violée peut être accusée d'avoir cherché sa malchance. Mais dans tout ça, où est le droit de choisir, de désirer, de dire non, de dire oui pour soi et pas pour les autres? Voyons la femme comme valeur d'échange dans la société haïtienne. Dans beaucoup de cas, la femme devient une monnaie sociale. Pour obtenir un emploi avec un supérieur qui exige des faveurs, pour maintenir un statut, j'ai une épouse à la maison.
Selon le contexte, cela peut aussi sous-entendre une forme de statut social ou de respectabilité masculine dans la culture haïtienne. Pour servir de façade à un homme qui vit double vie. Elle peut être respectée, oui, mais tant qu'elle reste dans les limites qu'on lui assigne. Et malgré tout cela, la femme haïtienne est une force vivante, un pilier. Elle dirige les marchés, les maisons, les églises. Elle survit à l'absence, à la trahison, à la misère. Elle chante, elle élève, elle entreprend, elle rêve encore. Mais elle ne devrait pas avoir à être forte pour survivre. Elle devrait avoir le droit d'être libre, vulnérable, brillante, aimée, sans devoir se justifier. Comparer la pensée de Michel Foucault et celle de Maurice Sixto sur les concepts de femme et homme permet de dévoiler deux manières de voir le monde. L'une philosophique, froide, analytique, l'autre populaire, vivante, ancrée dans le quotidien haïtien. Pourtant, toutes deux montrent à quel point ces concepts sont construits, imposés et souvent injustes. Michel Foucault, le genre comme construction de pouvoir. Foucault ne définit pas directement l'homme ou la femme comme des identités fixes. Ce qu'il montre, c'est que nos corps, nos comportements, notre sexualité sont disciplinés par des systèmes de pouvoir, par exemple école, médecine, religion, famille, État. Pour lui, être homme ou femme, c'est jouer un rôle que la société a fabriqué. Ce rôle change selon l'époque, le pays, la culture. Ce n'est pas la biologie seule qui définit qui tu es, mais les discours, les normes, les attentes. Exemple, au XVIIIe siècle, une femme qui parle de sexualité est une hystérique qu'on doit traiter. Un homme qui ne se marie pas peut être soupçonné d'être anormal. Donc, les genres ne sont pas naturels, ils sont produits par le pouvoir. Maurice Sixto, homme et femme dans le théâtre social haïtien. Sixto, dans ses L'Odian, ne parle pas de genre au sens académique. Mais il met en scène les rôles imposés à l'homme et à la femme haïtienne avec une justesse redoutable. La femme dans ses contes, c'est la bonne humiliée, exploitée, parfois battue. C'est la mère qui souffre en silence. C'est la jeune fille jugée pour son corps, sa voix, ses habits, comme Maurice Sixto nous l'a montré à travers Lily de la Fouque-Chaude, où la beauté d'une jeune femme devient un fardeau social, une cible de regards lourds, de désirs étouffés, de condamnations silencieuses. Et de l'autre côté, il y a Lélia Kokoye, femme plus âgée, plus rusée, qui incarne la misère, la pauvreté mais éduquée une autre facette de la féminité haïtienne. Celle de la survie, de la débrouillardise, du combat quotidien dans un monde d'hommes. À travers Lily de la Fouque-Chaude, Sixto ne peint pas une victime sexuelle par le ministre de l'Éducation nationale, mais une stratège, une femme qui manie les codes sociaux pour exister, parfois au prix de compromis douloureux. Entre Lily et Lélia, Sixto nous montre la complexité d'être femme en Haïti, objet de désir ou d'humiliation, maîtresse de sa parole ou prisonnière de son image. Dans tous les cas, c'est toujours la société qui juge avant d'écouter. Elle doit être docile, pure, soumise, ou elle devient mal levée. Prenons le cas de Maître Zabel Bock, il est présenté comme un homme complètement aliéné. Il refuse de travailler et préfère se faire entretenir par sa femme, refusant toute responsabilité économique au sein du foyer. Il est attaché à un modèle patriarcal rigide, il imagine avoir épousé une femme bien élevée, discrète, soumise, neutre dans ses mots comme dans ses gestes. Mais il ne sait pas qu'elle a été influencée par une tante aguerrie et subtile qui lui a appris à s'affirmer. La jeune épouse refuse alors les codes imposés. Elle s'habille à sa façon, par l'eau, sort sans prévenir. Zabel Bock, qui pensait tenir un modèle de vertu traditionnelle, se retrouve humilié devant une femme qui ne rentre pas dans son carcan moral. Le récit, raconté avec l'humour incisif et le ton satirique caractéristique de Sixto, brosse ainsi une critique puissante du patriarcat haïtien. Un homme d'apparence respectable, mais incapable de composer avec une femme libre. Une femme formée à penser par elle-même, qui refuse d'être réduite à l'image qu'on veut lui imposer. Sixto dénonce l'hypocrisie d'une société qui prône la soumission féminine tout en craignant l'autonomie des femmes. Ce récit incarne un choc d'épistémé, la vision patriarcale classique autorité, silence, soumission, face à une épistémé de transformation fondée sur l'autonomie, l'affairement de soi, voire la désobéissance responsable. Sixto use du rire comme arme critique. En ridiculisant Maître Zabel Bock, il pointe la vacuité de ses postures, illustrant que le véritable problème n'est pas la femme indépendante, mais l'homme qui ne sait pas la laisser exister. À travers ce L'Odian, on comprend que le pouvoir symbolique masculin vacille dès qu'il est confronté à une pensée féminine qui refuse les rôles assignés. En somme, Maître Zabel Bock Beracha est à la fois un récit divertissant et un document sociologique. Il raconte l'histoire d'un mariage déphasé, mais surtout l'inévitable chute d'un homme qui croit posséder une épouse docile. Le rôle de l'homme, il est souvent chef, autoritaire, absent, infidèle. Il prétend tout savoir, mais ne connaît rien à la souffrance des autres. Il cache ses émotions, sa peur, sa faiblesse,
sous une carapace de domination. Sixto montre que ces rôles sont une comédie sociale, souvent violente et absurde. Foucault nous dit « Les rôles hommes-femmes sont des effets du pouvoir, du discours ». Sixto nous fait ressentir cette vérité à travers des histoires concrètes, drôles, douloureuses. Tous deux révèlent que les hommes et les femmes souffrent quand on leur interdit d'être autre chose que le rôle qu'on leur assigne. Être homme ou femme, ce n'est pas porter un sexe, c'est porter un fardeau symbolique. Foucault le déconstruit. Sixto le dénonce. En somme, vous étiez à l'écoute de Radiovision Chevalier, et j'espère que cette traversée entre philosophie, culture haïtienne et réalité sociale vous a éclairé, remué, peut-être même libéré. Nous avons parlé d'épistémè, de savoirs invisibles, de ce qui façonne nos vérités sans qu'on s'en rende compte. Entre la voix de Foucault, les mots vivants de Sixto et les luttes silencieuses du quotidien haïtien, une chose devient claire. Penser, c'est déjà résister. Je tiens à remercier Ronnie Polinis, dont la question a été le point de départ de cette réflexion. Et je rends un hommage sincère à mes anciens professeurs, Mathurin Saint-Ville et Yves Dorestal, qui ont éveillé en moi cette soif de comprendre et de dire. Sans eux, je ne serais pas capable de produire ce travail aujourd'hui. Et à vous, chers auditeurs et chères auditrices, je dis, continuez de penser, de douter, d'aimer. Ne laissez personne vous voler le droit de nommer le monde à votre manière. Je suis Chevalier Smaïl, votre serviteur. À très bientôt pour un autre épisode, ici, sur Radiovision Chevalier, la voix libre de la pensée haïtienne.